Il y a des attentes et des niveaux différents, mais je vais revenir sûrement sur des choses que vous avez vues, avec peut-être les paysages, la géologie, les différentes zones, les différents types de sols qui vont générer des potentialités de flore différentes. Et j'aborderai peut-être la question de la gestion, notamment quand on sera sur Foucault, avec les zones pâturées ou les zones fauchées, pour voir finalement, parce que ça aussi, ça sélectionne la flore. Voilà, donc on va y aller. On se retrouve sur le sud de la commune de Lingey, et quand on est sur cette... donc il y a quand même du relief. Et c'est ce qui a permis, on le verra tout à l'heure aux étangs Foucault, finalement aussi la création des étangs et des zones humides. Mais donc en Brenne, ça vous le savez, mais normalement on ne creuse pas un étang, on fait une chaussée, on arrête l'eau derrière. Et donc c'est finalement ce micro-relief qui permet ces choses-là. Mais néanmoins, globalement, dans la Brenne, vous avez dû voir ça avec Joël ou avec Renaud déjà. Donc sur tout ce qui est rose ici sur la carte géologique, c'est les sédiments tertiaires qui ont constitué les butants. Je suis obligé de faire simple et rapide. Et en fait, toute cette zone rose là, y compris le sud, ce sont des sédiments tertiaires, c'est-à-dire issus de l'érosion du massif central. La cuvette de Brenne, c'était des calcaires marins qui se sont transformés en gruyère, en karst, qui se sont effondrés, qui ont fait une cuvette, et cette cuvette, elle s'est remplie des sables issus de l'érosion du massif central. Donc une cuvette calcaire secondaire dans lesquelles l'eau circule généralement, et ensuite dessus, des sédiments tertiaires, sable, argile, etc. Et quand les sables se sont indurés, ça a fait du grès. Et donc, quand on vient ici, on voit les éoliennes de Saint-Genoux, là. Et on les verra tout à l'heure. Donc il faut se mettre ici, mais on les voit bien là. Et en fait, quand on fait des lectures de paysage, on voit qu'on a une première barre de forêt à l'horizon, puis une deuxième barre à peu près au niveau des éoliennes. Ça permet de se repérer, hein, parce c'est loin, là, on est presque à 30 bornes. Et en fait, on visualise la cuvette de Brenne. C'est-à-dire le fait qu'on est dans un territoire un petit peu spécial, et là, donc d'un point de vue géologique. Et puis d'un point de vue pédologique, donc le sol qui est par-dessus, sur ces sédiments tertiaires, plutôt acides, il y a eu aussi des dépôts lacustres, donc de l'eau douce et des coquilles de coquillages, mais d'eau douce, qui ont déposé des marnes. Donc et les marnes sont plutôt alcalines, sont plutôt calcaires. Et ici, à Lingey, là on ne le voit pas, mais on est au sud de la réserve de Chéry, donc des étangs de la Touche, de l'étang Purée. On est sur une zone comme ça de zone de marne, qui fait que la flore est complètement différente quand on va se parcourir les prairies qui sont juste devant nous par rapport aux autres prairies, ne serait-ce que les prairies qui sont à Foucault sont totalement différentes des prairies qui sont différentes des prairies qui sont ici. Alors, pourquoi je vous emmène là? Bon, il y a l'aspect paysager, mais il y a aussi pour les agriculteurs, cette prairie-là qui a fait partie du concours national des prairies fleuries. Dans les années 2010, c'était à l'initiative de la Fédération des parcs de constituer ce concours. Et en 2010, il y avait globalement que quelques territoires en France qui ont proposé le concours. L'idée, c'était de défendre sur un peu une trame commune la prairie et l'élevage. L'intérêt de ces zones de prairie, par rapport je dirais au territoire national, c'est qu'on ne se rend pas compte de la diversité floristique qu'on peut avoir dans des parcelles comme ça, où ça semble très graminéen, donc avec l'avoine élevée, des fétuques, des bromes, etc., du dactyle.
Mais il y a aussi, donc on est très diversifié en graminées, mais aussi on est très diversifié dans d'autres espèces. On verra ça peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. Sur des parcelles comme ça, on peut avoir plus de 60-70 espèces de plantes. Et donc toutes les prairies qui ont été présentées, botaniquement, sont différentes. Il y a des mélanges de pratiques qui font que là aussi, en plus de l'aspect un peu pédologique des sols alcalins, des sols acides, eh bien, ça va complexifier la spécificité presque de chaque parcelle. Donc on va reconnaître un peu les parcelles en fonction de l'agriculteur, j'allais dire, et de sa façon de gérer gérer les prairies. Donc ça, le fait de vous emmener ici, ça permet d'aborder ces questions de mosaïque, j'aime beaucoup ce mot, en Brenne, de mosaïque de prairies autour de la mosaïque des étangs. C'est vraiment ça qui fait il n'y a pas un étang singulier, il n'y a pas une prairie singulière. Alors bien sûr, il y a des choses tout à fait remarquables, mais c'est la mosaïque de prairies autour de la mosaïque des étangs qui fait vraiment l'intérêt de la Brenne. On ne peut pas résumer la Brenne comme si c'était un seul étang ou un seul lac. Il n'y aurait pas toutes les plantes qu'on trouve comme ça sur un territoire finalement assez petit où on va avoir quand même plus de 1200 plantes présentes, quoi. Donc là, on s'arrête pour... alors bon, la haie est un petit peu poussée, mais pour voir des éléments donc liés aux plantes des milieux aquatiques, on va trouver quand même ou des plantes des milieux amphibies qu'on va trouver assez facilement en Brenne, et on pourra aborder peut-être des aspects de gestion. Alors, le fond, en fait, on a un fond vert comme ça, qui est le jonc acutiflore, qui est différent des joncs qui sont des petits glomérules, là, qui font des grosses touffes. Donc c'est les premiers, ceux qui font les touffes là, c'est les premiers joncs qui vont venir quand un étang, surtout le récent, a été entretenu au bulldozer ou avec des chenilles qui ont tassé le sol, parce que ce sont des plantes, il y en a 3 qui aiment bien les sols tassés, alors que le petit jonc qui est là, si on prend la feuille comme ça et qu'on remonte le long de la tige, il y a des cloisons, et alors que dans celui-là, la moelle est pleine, alors que là, la moelle, vous pouvez essayer de remonter comme ça le long de la feuille, il y a les cloisons qui se cassent, et donc ça c'est le jonc acutiflore. On voit qu'il y a une graminée qui est présente là, qui est la Molinie. Et cette graminée, elle est présente souvent en forêt, en sous-bois, de couleur paille, parce qu'en fait ça c'est les chaumes de l'année dernière. Cette Molinie pousse très très souvent avec ce jonc-là, le jonc acutiflore. Et en fait, on le verra quand on va monter dans la prairie, mais dès que la zone elle est fauchée et pâturée, la Molinie régresse, et c'est le jonc qui va être quelque part favorisé. Là, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de Molinie, la graminée qu'on a vue là ou qui est encore là. Et parce que ici, alors bon, je pense plus qu'il fauche trop, mais c'est surtout du pâturage. Et donc là, la Molinie a régressé, et là le jonc acutiflore s'est maintenu, parce que d'un point de vue botanique, la Molinie et le jonc acutiflore marchent ensemble. Et on voit que la transition entre le très sec et le très humide est finalement très rapide. Très rapide, et qu'il faut là aussi, les plantes pour s'adapter, elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse de la Brenne, c'est-à-dire c'est cette difficulté du sol, sécheresse estivale, humidité hivernale. Il faut pouvoir encaisser ça aussi, hein. On parlait tout à l'heure de l'étang, qu'il fallait pouvoir encaisser la vidange, mais pour les plantes qu'on a en face de nous, bien sûr pour les plantes aquatiques, mais pour l'ensemble, il faut qu'elles puissent encaisser les variations. La Brenne, c'est pas une éponge, c'est pas une grande tourbière, c'est pas un marécage. Il y a bien sûr, on le voit, hein, autour de l'étang Foucault là, il y a des zones de joncs, les joncs en touffe dont on parlait en bas, et puis une couronne de joncs plus vert clair par rapport aux autres. Voilà, la zone humide elle est là, il y a le niveau d'eau de l'étang,
Et puis il y a un peu une nappe d'accompagnement qui va générer de l'humidité dans le sol et qui va permettre aux joncs de pousser parce qu'il leur faut quand même de l'eau un certain nombre de jours dans l'année, quoi. Et on voit bien que par exemple pour les cistudes, donc les tortues qui vivent dans les étangs, les adultes, en fait c'est tip-top comme biotope parce que tout de suite à côté d'elles, elles ont un endroit pour venir pondre. Hein, la femelle va sortir de l'eau, là, après, là on en a vu une tout à l'heure, va sortir pour aller pondre. Elle a quelques dizaines de mètres, peut-être une centaine de mètres à faire entre l'étang et la zone de ponte. C'est certainement pour ça que on a une population de cistudes d'Europe qui est vraiment intéressante, alors qu'elle est plutôt en partie nord de son aire de répartition. Mais en fait là, c'est pas super évident. On voit bien la Molini, hein, donc la graminée avec les couleurs paille. Il y a du jonc à cutiflore, mais si on rentrait dans la parcelle, là, dans le petit triangle, là, en fait il y a des sphènes. Donc les sphènes, c'est des mousses particulières qui généralement sont à la base des tourbières acides. On va avoir en montagne des grandes tourbières à sphènes. Et il y a toute une genèse de la tourbière qui fait des monticules, etc. Nous, en Brenne, on n'a pas de tourbière acide comme dans le Massif central ou dans le Jura, mais on a des plaquages tourbeux. C'est un milieu tout à fait remarquable, d'importance européenne, parce qu'en fait, on va avoir une succession un petit peu entre prairies humides et tourbières, hein, un mélange de sphènes et de molinies, de joncs à cutiflore et d'autres espèces qui font que c'est un milieu tout à fait remarquable. Donc ici, plusieurs éléments. Donc l'étang Foucault, où on a en face de nous un endroit où on a réalisé des exclos, donc des endroits grillagés pour planter des nénuphars. Et donc ça, on l'a fait sur quand même plusieurs étangs en Brenne. Et là, on a vraiment planté des rhizomes de nénuphars. Et globalement, ça n'a pas trop mal marché. Je crois à peu près à 50% entre guillemets de réussite. Donc il y avait 3 exclos par étang. Et l'idée, c'était que une fois que les nénuphars avaient reconstitué, enfin, avaient bien poussé, ils étaient en capacité de se rejoindre les uns les autres et de constituer un gros massif. En fait, ce qui se passe, c'est très souvent, c'est avec la pression, là, pour le coup, du ragondin, dès que les feuilles sortent de l'enclos, de l'exclos, les feuilles sont coupées. Donc, et là aussi, ce n'est pas une question de pisciculture ou de quoi, hein, c'est là, pour le coup, sur l'impact, c'est le ragondin. Et donc en fait, c'est la gestion en fait, du ragondin qui est la problématique aussi sur les herbiers aquatiques, d'avoir une pression de régulation sur les ragondins. La prairie qui est en dessous là, en fait, il faut que vous vous avanciez un petit peu, moi aussi, elle fait un petit peu une tôle ondulée. Ces prairies en tôle ondulée en fait marquent dans le paysage des anciennes zones de culture et des cultures en planche. Et en fait le creux de la tôle ondulée en fait c'était la charrue qui passait dans le bas à l'aller et dans le bas au retour qui faisait un petit fossé et qui en fait générait un drainage de surface. Dans le creux il y a des joncs et des orchidées de milieu humide et puis sur le sommet on a des plantes de milieu sec et en pratiquement 15-20 cm de différence. Donc c'est à cartographier, c'est assez pénible. Et en fait, là aussi, on peut parler de mosaïque. Et dans cette parcelle, il y a plus de 80 plantes. Ce qui est intéressant dans les prairies comme ça, permanentes à défendre, pour moi, c'est que en fait, les plantes, elles ne disparaissent pas d'une année sur l'autre. Par contre, quand on va avoir des joncs dans les zones humides, une année humide, ils vont bien profiter. S'il fait sec, ils seront un petit peu moins présents. Et à l'inverse, s'il fait chaud, ben ça sera l'autre partie du cortège qui sera présent. Mais par contre, en moyenne,
la prairie qui est là va pouvoir produire du foin. L'intérêt de la prairie permanente, il est là aussi, c'est-à-dire que permanente et diversifiée. Elle peut permettre d'encaisser les variations notamment d'eau et de climat, mais on est dans un contexte aussi de complexité, c'est-à-dire en fonction de la quantité d'eau qu'il y a pas, ben, au bout d'un moment, si le thermomètre il monte trop ou s'il n'y a plus d'eau du tout, ça va être de toute façon vite compliqué pour tout le monde. Mais ça laisse une capacité de réaction à la prairie qui est intéressante. En ayant 80 espèces, ben, on peut se dire, bon ben voilà, après toutes ne sont pas hautes, toutes ne sont pas des graminées fourragères qui font du gros volume, mais plutôt que de refaire sa prairie régulièrement en trèfle blanc régradactyle, mais en comptant sur la diversité, eh ben, c'est intéressant. Après, l'exploitant qui est là a des terres sur 2 réserves, une régionale et une nationale, et fait pâturer et fait les foins, et globalement, il n'est pas trop mécontent. Il y a des complexités autres, notamment sanglier, mais il y a un foin de qualité qui ressort de là. La terre de Bren n'est pas si nulle que ça non plus. Et les plantes qui poussent là, ben, elles sont un peu adaptées à ces conditions difficiles.